Bonjour et bienvenue à cette vidéo préparatoire à notre premier rendez-vous de naturopathie. L'idée est de vous partager là les grandes briques du vivant, les briques essentielles pour comprendre comment fonctionne le vivant, afin de vous donner les clés petit à petit pour que vous puissiez prendre soin de vous en autonomie. Alors, je vous invite à prendre de quoi noter, de vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à faire pause à tout moment si vous avez besoin de noter une question que nous verrons ensemble lors de la consultation. Alors, première grande brique du vivant, bien tous les êtres vivants, que ce soit un petit être vivant, une bactérie, une cellule, une plante, un animal, tous les êtres vivants donc fonctionnent d'une manière similaire. On a besoin d'un carburant spécifique pour faire une activité spécifique et de cette activité, il va y avoir un déchet qui va sortir. Par exemple, on respire, on prend l'air, on garde l'oxygène et on rejette le dioxyde de carbone. Nous sommes équipés pour faire sortir les déchets. On a 4 portes principales, la peau, les reins, les poumons, les intestins. On a des portes secondaires, les yeux, les oreilles, le vagin pour les femmes, pour faire sortir ces déchets. Donc, tout devrait être pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais le problème, c'est si on a plus d'intrants, donc de choses qui rentrent, que la capacité de nos portes de sortie, de nos émonctoires à les faire sortir, on va se retrouver avec beaucoup plus de déchets à l'intérieur que ce qui devrait sortir. En effet, ils n'ont pas pu disparaître puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ces déchets, s'ils ne sont pas sortis, ils sont dedans. Ils sont stockés à l'intérieur de notre corps. Et quelle est la menace numéro 1 d'un système vivant ? Eh bien, la menace numéro 1 d'un système vivant, c'est trop de déchets à un moment donné. Comme pour notre planète, la menace numéro 1 pour notre planète, c'est trop de pollution, c'est-à-dire trop de déchets par rapport à la capacité de la planète de se régénérer. Voilà, et donc quand cette capacité de régénération est dépassée, le système vivant commence à être en dysfonction, commence à avoir des problèmes. Voilà, et chez nous, ça va être différents types de maladies. Notre organisme, comme pour tous les êtres vivants aujourd'hui, a les gènes de la survie. C'est ces gènes-là qui font que nous sommes encore là en 2026. Donc les gènes de la survie sont là pour la continuité de l'espèce. Si quelque chose nous met en danger, notre organisme, quand je dis organisme, c'est physique, mental, émotionnel, va essayer de s'en débarrasser ou de le neutraliser. Donc si on a trop de déchets à l'intérieur, le corps va essayer de les sortir, comme un bateau qui prend l'eau et qu'on écope l'eau pour que le bateau ne coule pas. Bien, pour nous, ça sera otite, sinusite, bronchite, éruption cutanée, diarrhée importante, etc. En fait, toutes ces maladies sont en fait une information que le corps est en surcharge et en même temps un exutoire pour nous sauver la vie, en tout cas pour continuer à préserver le vivant. Donc ce que nous voyons comme une maladie, c'est avant tout un signal de surcharge de l'organisme. Deuxième chose, nous, dans notre terminologie, on dit tomber malade, comme si on marchait dans la rue et que tout d'un coup, on recevait un parpaing sur la tête et qu'on tombait malade. Alors, ce n'est pas vraiment ça qui se passe, n'est-ce pas? Puisque sauf exception, par exemple, un accident, on tombe, on se casse quelque chose, ou une très grosse attaque bactérienne. Hormis ces cas-là, qui sont les moindres, dans la majeure partie des cas, tomber malade, c'est le résultat d'un encrassement, d'une surcharge de déchets à l'intérieur de notre corps, et notre corps va essayer de s'en débarrasser et va nous donner le signal. Voilà pour cette première brique sur qu'est-ce que la maladie, comment on fait pour en arriver là. Quand vous venez me consulter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous prend de la vitalité, vous prend de l'énergie, voilà, avec quelque chose de plus ou moins grave, et de comprendre le fonctionnement en fait du système vivant, puisque nous sommes un être vivant comme tous les autres. Ça, c'était la première brique. La deuxième brique, c'est notre métabolisme. Je vais le séparer en deux. Je vais mettre le mode action dans cette main-là et le mode repos dans celle-ci. Dans le mode action, les actions de la tête et du corps, nous réfléchissons, nous faisons tous nos mouvements, nos actions. Et bien pour toute action, nous avons besoin d'énergie. Pour fabriquer de l'énergie, nous avons besoin de carburant. Notre premier carburant, c'est l'oxygène. Et ensuite, il y a les nutriments, l'amour, bien sûr. Et quand on va utiliser ce carburant pour fabriquer notre énergie, pour faire les actions, on va sortir des déchets.
Ok. Et donc ce mode action, il est lié au système nerveux sympathique. C'est lié à l'inspire. J'inspire, c'est comme si on allait appuyer, enfin c'est même totalement mécanique, on appuie sur le système nerveux sympathique qui augmente les battements du cœur, qui du coup envoie du sang et donc des nutriments dans les membres, et on peut faire nos actions, etc. Donc voilà, c'est de bien comprendre ce mode action. Et le mode repos, quand on a une nuit de sommeil réparatrice ou un temps de relaxation profonde, où on est en économie d'énergie, eh bien, le corps va assimiler les informations qu'il a pris la veille. C'est pour ça qu'on dit que pour les enfants, c'est très important de dormir, de faire la sieste pour qu'ils apprennent, qu'ils engrangent des informations. C'est vrai aussi pour les grands. Donc pour assimiler les informations, mais également assimiler ce qu'on a mangé. De la même manière, notre organisme va préparer l'élimination, on va se préparer à sortir les poubelles. Donc le matin, la langue va être plus chargée, les urines vont être plus foncées, donc on est dans le mode de la régénération. Ce mode-là, il est lié au système nerveux parasympathique, autrement dit le nerf vague, et c'est lié à l'expire. D'ailleurs, si vous faites là l'exercice, tout simplement, et on prend ensemble une inspiration, et on expire lentement. Vous voyez, seulement en une expiration, on a activé le nerf vague et donc on a donné l'information à notre organisme qu'on sortait du mode action, qu'on sortait du mode vigilance et on ralentit les battements du cœur avec cet expire long. La température corporelle petit à petit va s'abaisser. On est dans le mode économie d'énergie. Donc l'un est l'accélérateur, le mode action, et l'autre c'est le mode frein. Mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les deux sont aussi importants. Le souci, c'est le déséquilibre. Un peu comme notre planète, beaucoup même comme notre planète. Notre planète, aujourd'hui, elle est en surexploitation de la ressource naturelle, surproduction de déchets. Et donc, est-ce qu'elle va bien, notre planète? Est-ce qu'elle est en régénération? Ben non, évidemment, ça on le sait très bien. Une autre brique importante, c'est le système digestif et notre alimentation. Notre système digestif, depuis le début jusqu'à la fin du tuyau, est quasiment identique à celui des grands singes. Et donc, on aimerait se dire là, eh bien, à même moteur, même carburant. Que mangent les grands singes? Ils mangent d'abord des fruits. S'ils n'en trouvent pas, ils vont manger des feuilles tendres. S'ils n'en trouvent pas, ils mangeront des racines, un petit peu de graines oléagineuses, des petits animaux, un petit insecte, un petit crabe, un petit oiseau. Bon, nous ne vivons pas sur les arbres, dans les tropiques, et avec seulement 4 heures d'activité par jour. Donc bien sûr, ce qui amènerait des nourritures de tolérance. Mais néanmoins, ça va vraiment nous renseigner sur qu'est-ce qui nous apporte le plus d'énergie. C'est finalement vraiment là la question. Mon propos n'est pas du tout d'aller dire il ne faut pas du tout manger ceci ou pas manger cela, et de rentrer dans quelque chose de très restrictif. C'est plus d'aller poser la conscience sur qu'est-ce qui est fait pour moi et donc me prend moins d'énergie pour, dans la mise en place du plan, on puisse dire tiens, on va peut-être un peu diminuer ce qui prend beaucoup d'énergie, augmenter ce qui a au contraire les ressources qui m'en rapportent. Voilà, c'est plus dans cet esprit-là. Alors déjà, on va regarder un peu par catégorie d'aliments. Moi, je pars du principe, encore une fois, c'est ma croyance, c'est comme ça que je vois le monde avec mon bon sens, à voir si ça vous parle, et on aura l'occasion d'en parler lors de la consultation. Ma croyance, c'est que les êtres vivants doivent pouvoir trouver dans la nature la nourriture qui est faite pour eux, et doivent pouvoir être capables de trouver et digérer la nourriture qui est faite pour eux telle qu'elle est proposée dans la nature, donc non transformée. Pour moi, ça me parle à mon bon sens. Donc, ce qui amène la réflexion suivante. Donc, les choses que je ne suis pas en capacité de digérer telles qu'elles sont dans la nature ne sont pas faites pour moi. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas les manger, mais ça veut dire que ça n'est plus notre nourriture de vie, mais plus une nourriture de survie. Qui dit survie dit une nourriture qui va me prendre plus d'énergie pour la digérer et pour sortir les déchets, etc. à la fin. C'est un point qui est souvent assez
délicat parce que ça vient énormément remettre en question la manière dont nous vivons aujourd'hui, les choix qui ont été faits, etc. Et notamment, là, je vais parler des féculents. Par exemple, le blé, le riz, le maïs, etc. Ces céréales, eh bien, on n'est pas en capacité de les digérer, nous, êtres humains, telles qu'elles sont présentes dans la nature sous leur forme naturelle. Non, parce que pour pouvoir les digérer, on va avoir besoin de les cuire à haute température et ainsi on sera en capacité de tirer les glucides dont nous avons besoin pour vivre. Et d'ailleurs, la population de la planète vit majoritairement en se nourrissant de ces céréales, et ce depuis 10 000 ans, depuis que l'être humain s'est sédentarisé et a commencé à développer de l'agriculture sur les féculents et les farineux, hein, tous ceux qu'on ne peut pas digérer dans leur forme naturelle et qui nous prennent beaucoup d'énergie. D'ailleurs, dans toutes les formations auxquelles je vais depuis quelques années, parce que je fais des formations très régulièrement dans divers sujets, notamment en oncologie ou sur de l'endométriose ou notamment sur tout ce qui est hormonal, eh bien, un des grands éléments qui revient souvent, c'est ces formations qui sont dispensées par des médecins-chercheurs. Eh bien, un des grands éléments qui est partagé, c'est de diminuer les farines, notamment les farines blanches, et d'augmenter la partie légumes, fruits, etc. Donc voilà, il y a cette première question sur les féculents et les farineux, hein, tous ceux qu'on ne peut pas digérer dans leur forme naturelle et qui nous prennent beaucoup d'énergie. D'ailleurs, dans toutes les formations auxquelles je vais depuis quelques années, parce que je fais des formations très régulièrement dans divers sujets, notamment en oncologie ou sur de l'endométriose ou notamment sur tout ce qui est hormonal, eh bien, un des grands éléments qui revient souvent, c'est de diminuer les farines, notamment les farines blanches, et d'augmenter la partie légumes, fruits, etc. Voilà, donc la première chose, c'était les féculents. L'autre chose, c'est sur la viande, les produits animaux. Eh bien, nous sommes en capacité de digérer une certaine quantité de produits animaux. Nous avons des reins qui sont là pour exfiltrer des produits, des déchets qui sont issus de la digestion des produits animaux, qui sont notamment l'acide urique et l'ammoniac, qui sont extrêmement toxiques. Et ces reins vont avoir cette fonction vitale de faire sortir ces déchets. On se rappellera que quelqu'un dont les reins ne fonctionnent pas et sous dialyse ne peut pas survivre à plus de 48 heures sans sa dialyse, pour montrer l'importance de la filtration de ces acides dans un délai très court. C'est vraiment là le point. Donc nous sommes en capacité de les digérer, mais en petite quantité. Nous ne sommes pas comme les félins et autres carnivores majoritaires qui, eux, ont des plus gros reins par rapport à leur taille, proportionnellement à leur taille, comparé à nous autres êtres humains. Donc nous n'avons pas la même capacité de filtration d'acide urique. Et de la même manière, nous avons un intestin beaucoup plus long. Eux ont un intestin court pour être en capacité de sortir les déchets organiques de haute putréfaction, qui donc vont avoir un effet délétère sur la santé si ces déchets restent trop longtemps dans le corps. Nous, en revanche, nous avons des intestins plus longs. Donc là, l'idée encore, c'est de dire, bon voilà, c'est cette nourriture-là, donc notamment les protéines animales fortes, entre guillemets, donc les animaux à 4 pattes, bœuf, veau, mouton, agneau, sont des viandes qui demandent beaucoup d'énergie digestive, hein, pas mal d'heures de digestion, vont fabriquer beaucoup de déchets. Et on va avoir les protéines dites faibles, celles que moi j'ai recommandées, qui vont être en premier lieu, ça va être les œufs, et ensuite ça va être les petits poissons gras. Et il y a donc aussi la question des produits laitiers, mais cette fois elle concerne tous les animaux. Déjà d'une part, les animaux, dans leur milieu naturel, ne continuent pas de boire du lait après avoir fini de téter leur maman. Et ensuite, les animaux consomment le lait de leur maman et pas celle d'un autre animal, et encore moins d'un animal qui est beaucoup plus grand, ce qui est notre cas quand nous consommons du lait de vache qui est fait pour les veaux. Donc
La question du lait aujourd'hui, parce qu'on a quand même développé toute une gastronomie et souvent on est très fan du fromage, c'est plus de voir quels seront les substituts ou les formes qui sont les plus adaptées, qui fabriquent le moins de déchets pour nous et qui peuvent nous faire plaisir en diminuant la quantité de déchets. Ça, nous le verrons en consultation. Mais vraiment, voilà, l'idée c'est de voir comment je récupère de l'énergie. Là, c'était un petit focus sur la digestion, sur l'alimentation. On pourra en parler ensemble de vive voix. Donc l'importance là sera de voir toutes les différentes fuites d'énergie, qu'elles soient par l'alimentation, qu'elles soient par la suractivité, qu'elles soient par le manque de repos ou la sédentarité, etc. Et de voir comment, par petites touches, on peut aller rééquilibrer et que ce soit un chemin qui soit doux et joyeux pour vous. Puissiez petit à petit composer une boîte à outils pour vous faire du bien. Merci pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt pour votre consultation.